I'm quoting, c'est plus moi. Si ceux qui lisent un peu les rapports de la Banque mondiale, le dernier rapport de la Banque mondiale est le plus grave. Évidemment, aucun Libanais au Liban, politicien l'a lu, peut-être les politiciens canadiens à la rigueur. Ils disent dans toutes les pages et dans tous les paragraphes, ils disent en anglais « It's an unprecedented crisis ». Ils le disent plus que 10 fois. Hein, si vous vous amusez avec ça, plus que 10 fois. Et ils disent une deuxième chose, si on parle de la Banque mondiale, ils disent « It's a deliberate crisis ». C'est une crise délibérée qui a été produite. Par qui, comment, local, région internationale, je ne suis pas juge ni procureur, on peut s'amuser à réfléchir, mais il y a 2 mots à savoir que c'est une des crises uniques au monde, unique. Suivons un peu le Liban pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé, où on est arrivé là. Résumé très rapide, je vais aller depuis 89, pas 89, un peu, on va dire 75, mais je vais passer rapidement. 17 ans de guerre civile. On est d'accord, 17 ans de guerre civile. Qui l'a amené, qui l'a pas fait, qui a payé, c'est pas important, on est tous tombés dans le piège. Plutôt le Liban a participé, on a payé le prix. 17 ans de guerre civile. On est d'accord? This is a fact. Très bien. Comment notre guerre civile s'est terminée? On est une des seules guerres civiles du monde, qui ne s'est pas terminée par une paix. On n'a pas eu une paix au Liban. On a eu un accord. Et c'est très différent. La paix et l'accord sont différents. Hein, quand on a 300 000 morts, je m'excuse, on fait la paix, on ne fait pas l'accord. Quand on fait l'accord sur 300 000 morts, c'est qu'on a vendu le sang. Les morts, qui qu'ils soient. C'est pas petit. 17 000 disparus, etc. Quel est cet accord? Cet accord s'appelle Taif. Pas de politique, qu'on soit pour ou contre, je ne vais surtout pas détailler l'accord, c'est pas grave. L'accord a arrêté le canon. Mais revenons un peu sur les points qu'on a content d'oublier. Comment se passe Taif? Et s'il vous plaît, corrigez-moi, j'espère du fond du cœur avoir tort. On cherche tous les chefs de guerre, on les amène en dehors du pays déjà, chapeau, donc déjà sur le principe, hein, chez un tuteur, donc on nous habitue à avoir un tuteur, donc on ne va pas être étonné qu'on a un tuteur par la fin. On les met à Taif, on leur dit vous ne devez pas sortir sauf si on veut mettre d'accord. Évidemment, ils ne se sont pas mis d'accord 17 ans, ils ne vont pas le faire tout de suite. Comment ils se sont mis d'accord? 2 cadeaux de retour. 2. Chacun des chefs de guerre qui sont allés à Taif sont revenus avec un chèque de 5 millions de dollars en 89. C'est pas mal. Peut-être aujourd'hui, ça fait moins. J'espère qu'ils ont mis en banque, ils l'ont perdu. Mais bon, ils n'ont pas mis en banque. Ils l'ont fait fructifier depuis 89. Et ces 5 millions sont du 5 milliards. Donc, un chèque. Donc, premier cadeau de retour. Deuxième cadeau de retour, une position politique. Donc, on a divisé, position, etc. It's fact. Tout le monde. Qui plus, qui moins, etc. Non, c'est clair. Ceux qui ont organisé. Oui, c'est pas important. Le problème, c'est pas qu'il y a payé, mais on raconte comment ça s'est passé. Donc on parle d'une guerre quand même de 300 000 morts qui a été réglée de cette façon. On est commencé sur le principe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous parlez d'un crash, d'une faillite, de gens corrompus qui sont entretués, et puis après on les félicite et on les remercie, et on les ramène au pouvoir. Et on parle de communauté internationale, on parle de pays régional, on parle de tout le monde, hein, de tous les continents, de ceux à qui aujourd'hui on tape aux portes pour venir, mais c'est eux qui ont organisé. Et en plus, on leur donne l'immunité. D'accord, je parle de l'immunité et puis ensuite. Ensuite, alors je vais suivre, très bien. On revient, donc ça c'est le système, donc il n'y a pas de paix. Il y a eu une division, il y a eu un partage. Chacun prend son plan, on a eu un partage des ministères, un partage des projets, n'est-ce pas? Donc toujours le système de partage, le système d'accord, et non le système de synergie, ni de collaboration, ni de partenariat. Évidemment, on fait sur un système où on a cet accord qui s'appelle Taif, qui ne peut être implémenté que si on a un tuteur. C'est un accord qui ne peut être implémenté. Il peut être bon ou mauvais, c'est pour ça que je ne le commente pas. Mais si on le prend, il ne peut pas être implémenté tout seul. La preuve, une fois qu'on l'a plus ou moins implémenté, on est sur un blocage d'un blocage à l'autre. Parce qu'il ne s'implémente pas. Techniquement, il n'est pas faisable. Comment il a marché? Parce qu'on me pose souvent la question. J'étais à Paris avant de venir. Pierre Duquesne, qui est l'émissaire du président français, il me dit comment Taif a marché. Je dis, monsieur l'ambassadeur, il a marché quand vous avez eu le tuteur syrien. Sinon, il n'aurait jamais marché. Qui lui m'a nommé les ministres, les présidents, évidemment, ça marchera. Alors que sinon, techniquement, il ne marche pas. Il est plein de blocages. La preuve où nous sommes aujourd'hui. Donc, on fait un accord, un partage de tâches, de projets, etc. On rend nos chefs de guerre, on leur change leur costume, ils ont tous des cravates, on leur coupe leurs cheveux. C'est la réalité. Hein. Ils sont bien, ils passent, ils deviennent des chefs politiques. On divise, on en fait des gens riches.
Hein, c'est pas évident, parce que aujourd'hui, un combattant ou ceux qui portent des armes, quand on les rend riches, il y a un problème. Ça ne se passe pas. Si la Russie aujourd'hui avait des moyens financiers, elle ne saurait pas où aller aujourd'hui. Suivez ce principe. Aujourd'hui, durant la guerre ukrainienne, si la Russie avait les moyens, elle n'aurait pas pu être ça. Alors que bon, quand on a des armes, on ne peut pas avoir aussi l'argent. Donc là, il y avait les armes, il y avait l'argent, il y avait le pouvoir, et on rentre sur un projet de reconstruction. Donc, je suis sur le projet sur lequel study. Alors, ils ont dit, pour se mettre ça, on va trouver un leader, et le leader va construire, et nous vient Rafi Hariri, un grand leader, entrepreneur, réussi, l'histoire à succès qui vient, et qui ramène aujourd'hui beaucoup de confiance, enfin aujourd'hui, à ce moment-là, beaucoup de confiance. L'argent qui est venu par les expatriés, qui sont vous qui étaient là dans cette région ou d'autres, est beaucoup plus grand que l'argent qui nous est venu par les aides. Parce que les aides sont venues par la suite. L'argent qui est venu des expatriés était beaucoup plus grand, ils sont venus participer sur cette nouvelle croissance. Et qu'est-ce qu'on fait? Le grand piège là, où tous on est tombé, on fait des bons du trésor. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que les dons du trésor payés en 89? Quelqu'un se rappelle? 36, 38, 40%. Alors dites-moi, qui fait du 40% aujourd'hui? Hein? 36, alors 36, 38, 40%. Donc on va sur un système que finalement on paye des bons du trésor. Mais la seule différence, c'était des bons du trésor qui étaient en livre libanaise. Grand changement sur ce qu'on est tombé aujourd'hui. En livre libanaise. Donc l'État libanais peut imprimer des livres libanaises. Donc tous ceux qui sont rentrés, c'est des États qui sont rentrés sur ces livres libanaises, ont été payés. Donc le grand piège qui se passait, l'Ibn Mabioura, qui est dans le في ما بيرجع. نحن اللي دفع 40% بيدفع 15. Mais dans le système, parce que le principe est monté sur ça. Donc on va sur des chefs de guerre qui gèrent. Alors je suis encore une fois le case study, hein, et s'il vous plaît, arrêtez-moi, dites-moi le fait n'est pas juste. On a dit facts, où nous sommes, facts. On continue en avance, et on parle sur un gouvernement, des gouvernements qui viennent, sur 30 ans déficitaires. Déficitaire en dollars. Je veux bien être déficitaire dans une donnée que vous avez, bon, c'est normal, vous imprimez, c'est bon. Mais déficitaire en dollars. Dans la logique. Comment une économie peut être déficitaire en dollars 30 ans et rester sur pied? En dollars, je veux bien. Si c'est en devises, vous imprimez des devises, c'est bon. Mais si vous êtes à 100% indexé sur un dollar ou un euro, on est déficitaire 30 ans. Comment on est resté et comment on n'a pas craché? Quelqu'un s'est posé la question? Non, c'était pas évident, c'était positif. Attends, mais comment? Avant de voler, l'argent, c'est après qu'ils l'ont volé. Mais là, il marchait, il volait tout seul. Qu'est-ce qu'on reçoit? À ce moment-là, les contacts passent. Paris 1. Alors, pour l'information, si Paris 1 n'avait pas une loi, on aurait eu le même crash en 92. Paris 1 injecte 3 milliards de dollars. 3 milliards, à ce moment-là, rentrent dans le système. Donc on rentre sur deux engrenages. On rentre sur un engrenage que finalement les bons du trésor, quels qu'ils soient, vont être payés. Donc dans la tête du commun des mortels, après 30 ans, c'est que tout, ça va toujours être payé. Et on rentre sur un deuxième point, que quel que soit le déficit au Liban, il va être renfloué. Parce que le Liban ne peut pas tomber. Donc on fait Paris 1, après on fait quoi? Paris 2. Paris 2, on a tellement bien fait, Paris 3. Mais vous vous rendez compte, c'est la réalité. Alors, dans Paris 1, Paris 2, Paris 3, qu'est-ce qu'on a fait de nos chefs de guerre? On les a rendus plus riches. Parce que vous êtes là, imaginez-vous, vous êtes à la tête de votre société, quelle que soit la perte, on vous renfloue toujours. On vous renfloue, donc vous devenez plus riche, donc vous devenez plus fort politiquement. On est d'accord? On parle de liberté, on est sous une tutelle qui met les lois électorales qu'elles veulent. Et nous avançons sur un système qu'on est en train de payer de plus en plus. À ce moment-là, mais regardez, alors ça c'est de la question, alors ça c'est beaucoup plus politique, etc. Mais moi je le dis pour savoir que nous sommes extrêmement responsables, mais toute la communauté internationale est responsable aussi, parce qu'on a financé une corruption. On a financé, et tout le monde le savait. Et tout le monde le savait, hein, c'est pas que ça ne savait pas. Écoutez, on vous parle de transfert de fonds, aujourd'hui, quand on parle de compliance, on a des banquiers, des bancaires, sur un SWIFT mondial, on peut savoir qui transfère où et comment, et depuis des années. C'est pas aujourd'hui. Donc on rentre sur ce système, Paris 1, Paris 2. Vous voyez le grand changement et la grande cassure. C'est que le monde a changé autour de nous. On a changé, on avait le prince Saoud qui nous faisait des chèques, etc. On a eu un nouveau sanguinaire qui s'appelle Mohammed Ben Salman. C'est très différent. Mohammed Ben Salman, c'est quelqu'un qui peut envoyer ses agents en Turquie, couper un monsieur en pièces,
de sortir avec ses chaussures et finir. Mais on rigole, mais ça s'est passé. On est d'accord. Et être reçu par tous les pays du monde. On est d'accord. Un Mohamed Ben Salman est quelqu'un qui peut arrêter 200 personnes au Ritz, torturer et tout, ramener des milliards et rebâtir l'économie. À tort ou à raison. Donc un grand changement. On change d'un président français qui s'appelait Jacques Chirac, on passe par Sarkozy et on arrive à Macron qui vient, qui nous envoie Pierre Duquesne, encore une fois, que j'ai vu à Paris il y a 2 jours, qui nous dit, attendez, moi je vais faire une conférence pour le Liban, mais je ne l'appelle pas Paris 4. Alors c'était sympathique quand vient Pierre Duquesne au Liban, alors tous les journaux commençaient Paris 4, ahla wa sahla bi Paris 4, nouraheb bi Paris 4. Et puis vient Pierre Duquesne, il dit là, il n'y a pas de Paris 4, on va faire une conférence qui s'appelle CEDRE. Alors nos politiques disent, c'est moi, vous connaissez. Mais je vous riez. Ah oui, mais personne n'a compris que CEDRE stand for what? Quelqu'un sait? CEDRE stand for conférence économique des réformes avec les entreprises. Donc, conférence économique des réformes. Hein, on est toujours aux réformes 10 ans après. Pour l'information, CEDRE vient le président Macron et il dit CEDRE, on va financer des projets. On va financer des projets avec des cahiers de charges. On va financer des projets avec des audits internes, externes, internationaux. On va financer sur le point. Et à votre surprise, c'était en 2018 CEDRE, nous sommes en 2023. Aucun projet n'a été présenté à CEDRE jusqu'à cet instant où je vous parle. Aucun. Août 2019, réunion de préparation à CEDRE. Nous allons en groupe à CEDRE. Nous arrivons en taxi, les autres présidents arrivent en bicyclette. Les Libanais arrivent chacun dans son avion. Chacun arrive dans son avion. Charles de Gaulle était fou dans un avion privé pour demander de support. Et là, ils le disent très simplement, il n'y a pas de support. Et là, on commençait vraiment à sentir. Donc, où on a senti vraiment la crise, pourquoi ça? Donc, déficit sur déficit. L'Arabie et les Arabes n'envoient plus d'argent. Écoutez bien, l'Arabie et les Arabes n'envoient plus d'argent. Donc, on oublie les 25 ans passés. La communauté internationale dit, je donne de l'argent si, donc je ne donne pas, je vous promets, donc ils nous donnent la part. Hein, ils nous donnent la part. On va vous promettre les 11 milliards au cas où. Hein, mais évidemment, nos politiciens, il y a les 11 milliards. Moi, je vous dis, ils me disent, mais on commence à avoir un déficit. Et j'ajoute, il ne faut pas oublier, le conflit syrien, 2011, les sanctions, je parle de Caesar Act, etc. Donc la Syrie prise en étau, d'où elle va pomper les dollars, ils sont obligés économiquement de venir chez nous. Donc, encore une fois, le système ne pouvait plus tenir. Plus de support des pays arabes, et j'ai bien expliqué pourquoi, plus de support européen, la guerre en Syrie qui pompe les dollars, quel que soit ce qui passait, ça ne pouvait que cracher. La question, c'est quand? Ça pouvait être, c'est passé en octobre 2019, ça aurait pu être en septembre, ça peut être en 2020, 2021, ça allait cracher parce que c'est fini. On avait tout l'alignement de planètes qui montrait le crash. Voilà, je vous donne techniquement le point par point. Bon, on rentre sur un point, il s'est fait que des banques ont fermé 17 jours, tout le monde accourt, c'est fini. Après, c'est le système très simple, quel que soit un système bancaire au monde, quand il y a une panique de 100% des déposants, ça ne peut pas payer et nous arrivons où nous sommes. Mais entre-temps, à savoir, l'argent n'était pas là depuis plusieurs années. Parce que en 2015, ça a commencé à pomper depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on faisait? Donc la Banque centrale devait gagner du temps, donc commencer à augmenter les taux d'intérêt. Disait, venez aux expatriés leur dire, écoutez, on vous donne, si vous amenez 10 millions, on vous donne 7%, 15 millions, 10%, 20 millions. On est commencé à rentrer sur ce point. Pourquoi l'argent est venu? Parce que l'argument c'était, si on les a payés. Donc automatiquement, il y avait le truc que les bons du Trésor seront payés, le Liban ne tombe pas, la communauté internationale va être toujours là, donc il y avait toujours l'argument qui marchait, et tous on était pris dans l'engrenage, donc l'argent venait et était brûlé autour au fur et à mesure, jusqu'à le crash total. Donc techniquement, l'argent n'existe pas. Il n'est pas caché, hein, ni dans les banques, ni à la Banque centrale, je ne défends personne, hein, ils ont fait beaucoup de conneries, on en discutera, mais l'argent n'existe pas. Ce qui existe, on a pris la grande photo, et regardez le marketing, alors comme on voit les Charles Leclerc, on revient sur la guerre, c'est toujours le marketing des photos. Qu'est-ce qu'on voit la photo? On voit le Fonds monétaire qui compte l'or et qui nous photographie le gouvernement avec les 15 milliards. Oui, on les a, les 15 milliards, très bien. Oui, très bien, mais pour vendre l'or, il faut 2 tiers du Parlement.
2 tiers du Parlement, ça nous fait un président de la République, hein, bien avant de vendre l'or. Il faut connaître. Donc, sur le ciel. Donc, on photographie, on vend un peu sur les points. Donc, aujourd'hui, c'est le système. Mais on travaille sur un système qui vend toujours des rêves. Alors, l'argent n'existe pas. Et alors, une histoire, et là, c'est peut-être la première fois que je raconte, je vais regarder entre nous, hein, ça c'est pas. Novembre 2019. Novembre 2019. Ça, c'est des informations. Voilà pourquoi en décembre, je vous ai dit l'argent n'existe pas. Mais je ne peux pas donner plus d'informations. Novembre 2019, je me fais appeler par le président de la Chambre de commerce libano-africaine, et à savoir qu'une très grande partie des dépôts, c'est à nos expatriés africains. Très grande, hein. On parle de 2 milliards. Qui m'appelle, qui me dit on vient urgemment au Liban, délégation d'hommes d'affaires, et on va aller voir le chef du Parlement, et tu dois venir avec nous. Je dis mais attendez, moi j'aime bien le chef du Parlement de loin, je ne vais pas trop me rapprocher. Non, non, vous venez, vous représentez les chefs d'entreprise, vous allez. J'assiste à cette réunion où il y a les gros bonnets libano-africains. Je dis bien novembre 2019. On attendait que les banques ouvrent pour avoir notre argent, on était encore court. Et vient le président, dit au chef du Parlement, on vient vous proposer un deal. Et il dit c'est quoi? Il dit on est prêt sur tous nos dépôts que nous avons au Liban de faire une donation 50% au Liban, au gouvernement. 50% en novembre. À savoir qu'à ce moment-là, on était sûr d'avoir nos dépôts. Et le chef du Parlement répond, lui dit mais écoutez, c'est pourquoi vous allez faire cette donation? Il n'y a pas de problème, pas de question, on est prêt à faire une donation de 50%, mais on a une condition. 51%. Ah oui, ça c'est facile. Vous connaissez bien cette dame. Mais on a une condition, les 50% qui restent, vous nous les rendez. Donc on a fait une donation de 50 à l'État libanais en novembre 2019, mais vous nous rendez les 50, on en a besoin pour travailler. Et à ce moment-là, le chef du Parlement dit évidemment, vous êtes fous, comment vous faites, etc. Il dit très bien, si c'est ça que vous voulez, vous m'envoyez une lettre officielle en tant que. Et moi, je vais organiser ça. Et je pense que c'est là qu'on a compris que l'argent n'existait pas, parce que qui refuse dans 50%? Quel pays? Et cet argent, ce deal n'a jamais eu lieu, parce que les 50 n'existaient pas en novembre 2019. I'm telling facts. Et je vous dis à quelle heure, et qui, et comment. Je n'ai rien à cacher, je ne dois rien à personne. Donc l'argent, à ce moment-là, n'existait pas. Et là, on nous promettait, hein, à ce moment-là, en novembre, le chèque, il faisait moins 10% ou moins quelque chose. Hein. Aujourd'hui, on est à moins 87. À côté. Donc aujourd'hui, à savoir sur le point. Ce crash-là, si on revient sur le crash, pourquoi on dit qu'il est unique? On a eu un crash en Argentine, mais les dépôts ont perdu 40%. Aujourd'hui, la valeur du dépôt, la valeur de la perte, malheureusement, s'il vous plaît, j'ai rien fait pour, notre valeur de la perte est égale à 87% des dollars. 87, aujourd'hui. 87. Donc, si on fait un chèque de $1000, ça nous donne 13%. 13% aujourd'hui. Pourquoi 13%? Parce que c'est d'après le calcul ce qui reste aujourd'hui plus ou moins en valeur à la Banque centrale. C'est aussi simple que ça. Donc tant que les réserves vont diminuer, il va être 12, 10, 11 plus ou moins. Pourquoi ça ne descend pas plus? Pourquoi ça ne descend pas? Parce que si ça descend plus, personne ne vend des chèques. Aujourd'hui, il y a un commerce énorme qui marche sur la vente de chèques. Donc il sera toujours dans ces alentours. Il peut tomber plus bas, il pourrait, mais pas plus que ça. Parce que s'il descend beaucoup plus bas, hein, si quelqu'un va descendre beaucoup plus bas, ben on ne va plus vendre de chèques. Donc déjà, perdre 87%, et il y a un marché, donc ça marche. Quel est le maximum? J'espère de tout cœur, s'il vous plaît, qu'on soit le maximum le plus haut. Je suis déposant, ma mère est déposante, etc. Quand ma mère me demande, avant de dormir tous les soirs, si elle va revoir son argent, je lui réponds toujours oui, maman, tu vas revoir ton argent. Elle dort calme, elle est contente. Quand ma fille, qui a 22 ans, me demande, papa, on va revoir notre argent, je lui dis non, ma chérie, il faut retravailler et reconstruire. Le message est clair. Pardon? J'ai dit ma fille, tous sont mes enfants. Que ce soit l'homme d'affaires, moi j'investis, j'ai gagné. Voilà. Donc, la valeur aujourd'hui d'un chèque est de 13%. Techniquement, la valeur maximale qu'on pourrait avoir si on a des réformes, on a une injection, ne pourrait pas aller plus que 30%. Question, si vous saviez pourquoi vous les avez pas... Vous parlez de moi, personnellement, je peux vous raconter tous mes secrets. Moi, je n'ai pas dit personnellement ni combien ni comment. C'est un secret pourtant. J'ai dit ce que je dis à ma maman. Déjà, j'ai dit que je mens à ma maman. Non, je vous répondais pas après, mais bon, au niveau personnel, c'est différent. Non, mais moi, je ne garde pas de cash d'habitude.
Avant ou après la crise, d'habitude, je suis un homme d'affaires, j'investis. D'habitude, je suis investisseur et j'y crois. J'investis dans les métaux, j'investis dans la pierre et je dépense. Pas mal. Voilà. Oui, j'arrive aux questions, mais je vais terminer sur ça parce que deux points et on ouvre sur questions. Donc, le bracket aujourd'hui sur les dépôts, à mon avis, va varier de 13, comme il est aujourd'hui, à un maximum de 30. J'espère que ça aille plus. J'espère vraiment. J'espère, c'est pas. Mais sur un principe, c'est extrêmement difficile que ça monte plus, parce que cet argent doit venir de quelque part. On parle des banques responsables ou pas. Si on prend aujourd'hui une faillite totale de toutes les banques, on peut être pour ou contre, je ne vais surtout pas rentrer dans ce point. On va dire sur un point qu'ils ont une responsabilité, et on a quelqu'un qui va prendre tous les assets des banques, tous ensemble, et va décider de les vendre. La valeur de tous les assets bancaires aujourd'hui fait une valeur de moins que 10%. Moins que 10. Et si on va être triple, on va dire 10. Je dis tous les assets des banques. Et à savoir qu'après 3 ans, quelle banque a gardé beaucoup d'assets? Ceux qui ont pu changer des mots, ils l'ont fait. Bon. Même si on rentre sur des tribunaux contre les banques. Donc, si les banques, ils vont se défendre. Ils vont aller au tribunal international, ils vont dire oui, mais notre argent est en dépôt à la Banque centrale, donc ils ont le droit légal de redemander. Donc on va sur des procès de 10 ans. Hein. C'est pas petit. Hein, donc on rentre sur des conflits juridiques beaucoup plus loin. Et là, on va sur un contrôle de capitaux qui va préserver, etc. Donc la question des banques, c'est sur ça. Pourquoi je dis 30%? Je vais vous dire pourquoi je dis 30%. Parce que quelque part, il faut réfléchir à quelque chose, ce que cet argent a été dépensé. Comment il a été dépensé? Aujourd'hui, on avait plus ou moins à savoir que sur une économie de 50 milliards de dollars, ou 55 milliards, on arrivait sur des dépôts de 200 milliards. Où allaient ces dépôts? Ces dépôts, où ils allaient? Alors, on avait 55, je dis bien à la crise, en 2019, 55 milliards de ces dépôts étaient prêtés au secteur privé, au public. 55 milliards, déjà prêtés. Bon. Cet argent, malheureusement, a été repayé comment? À 1500 livres. Donc, qui en a profité directement? Ceux qui étaient endettés. Vous en avez pourquoi on est endetté? Tant qu'on est endetté, tant qu'on en profite. À tort ou à raison. Donc, déjà les 30% de cet argent ont déjà été dépensés. On est d'accord? Les deuxièmes 30% ont été des dépôts, des réserves obligatoires à la Banque centrale. Mazbout. Et aujourd'hui, ce que dépense la Banque centrale, c'est les réserves. Vous allez me dire, la Banque centrale n'a pas le droit de les dépenser. C'est vrai. Sauf par une couverture politique qui est à 100% faite. Par le président de la République, le Premier ministre et le chef du Parlement. Donc la couverture politique et législative et exécutive est liée. Donc, même si on ne le sait pas, ils ne vont pas sur les journaux. Donc, même sur ça, donc voilà les deuxièmes 30% qui ont été dépensés. Enfin, qui sont en train de dépenser, il en reste un peu. Technique, qu'est-ce qui reste? Il reste plus ou moins les 30%, plus ou moins. Voilà pourquoi je dis que le maximum peut être ces 30%, ou plus ou moins, si certaines banques veulent continuer, vont être obligées de les payer. Et ça s'arrête sur les 30. Ça, je dis le maximum. Évidemment, ça peut faire 20, 25 ou 15. Mais les premiers 60 ont déjà été dépensés. C'est pour ça qu'on vous dit ça va arriver. Il faut que quelqu'un les ramène. Qui va les payer? L'État va vous payer? Bon. Qui est ceux qui ont profité le plus du crime? Le plus grand du monde. Pas vraiment. Les banquiers ont profité avant, mais sur le crime, non. Parce que là, ils ont aussi perdu. Profité avant sur les intérêts et tout, évidemment. Mais je dis sur la TV. Aujourd'hui, sur ça. Le salaire, c'est les nouveaux. On avait appelé les nouveaux riches et les nouveaux pauvres. Les nouveaux pauvres, ça a été celui qui a travaillé toute sa vie et qui a mis de côté, c'est devenu le nouveau pauvre. Le nouveau riche, ça a été celui qui a une mobilette et qui achète et qui vend et qui fait. Qui aujourd'hui, écoutez ça? Non, c'est qui a profité. Écoutez, regardez, attendez, je vais vous. En chiffres. Ceux qui a profité le plus, et c'est ça le grand cas de cette crise, c'est l'État libanais. Qui est aujourd'hui un des États les plus riches. Sur chiffre. L'évaluation de la monnaie. Sur chiffre. Le Liban avait un endettement en octobre 2019 de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars d'endettement. Avec un taux de la dette qu'il ne payait pas. Quelle est aujourd'hui la dette publique libanaise? Quelqu'un a une idée? 5 milliards. Aujourd'hui, le Liban a descendu sa dette de 95%. Et les 5 milliards qui restent, c'est les 5 milliards en eurobonds. Donc si quelqu'un a de l'argent, allez acheter des eurobonds parce qu'il va être payé un jour.
Parce que finalement, qui tient les eurobonds? Les deux plus grands fonds internationaux, Ashmore et BlackRock. Et un jour ou l'autre, ils vont être obligés de leur payer. Sinon, ils vont travailler. On aura un avion Middle East qui descend à Londres, ils vont le mettre la main dessus, ils vont faire un tollé, etc. Donc aujourd'hui, notre dette publique pour un État libanais qui avait 100 milliards, aujourd'hui est tombé à 5 milliards. On va arriver au l'équilibre budgétaire bientôt. Pardon? On va arriver à l'équilibre budgétaire bientôt. Attends, je suis. L'État libanais qui a fait 3 fois cette traite à Bogaoué, qui a multiplié par 3 les salaires, qui avait 300 000 employés sur une population de 4 millions, donc quand même presque 10% de la population qui vit sur l'État, qui a augmenté les taxes, tout d'un coup, sur une dévaluation parce que les salaires sont payés en livres libanaises, tout d'un coup, a ce coût de production qui diminue de 95%. Imaginez le gouvernement canadien qui d'un coup diminue de 95% sa production. Exactement, 95%. Quelle que soit l'augmentation, moins 95%. Je suis. L'État libanais aujourd'hui a 50% de tout ce qui est terrain et real estate, 50%. Et l'État libanais est un des seuls États du monde qui a encore toutes ces institutions, aussi rachitiques qu'elles soient. Carabit Lebnen, le cellulaire, pardon. Ça c'est le seul qui. Je ne vais pas t'en rappeler, mais on parle de télécom évalué à 10 milliards quand même. Hein. On parle de l'EDL qui est quand même je dirais, un monopole, qui est le seul monopole du monde qui fait perdre de l'argent, mais aujourd'hui qui est encore à eux à suivre. Donc imaginez aujourd'hui la position de l'État libanais qui se permet de taxer comme il veut, qui a encore ses assets aujourd'hui, et qui n'a pas vendu une voiture ou une maison ou quelque chose pour essayer de survivre. L'État libanais a 100% de ses assets. Et jusqu'à cet instant, pas une fois, a fait je dis, press release qui soit légale, qui a dit voilà, nous on a une perte d'X. Pas une fois. Alors que la grande perte, l'argent qui a été dépensé de nos dépôts, a été dépensé par l'État libanais. Évidemment, la Banque centrale leur a donné, les banques leur ont aussi donné. Je ne rentre pas sur ça, il y a une responsabilité. Qui a dépensé l'argent? C'est l'État qui a aucune fois est venu dire voilà ma perte et voilà comment je vais payer. L'État peut dire très bien voilà ma perte est de X milliards, je vais les payer sur 10 ans. Je vais les payer en faisant des actions dans l'électricité du Liban, quelle qu'elle soit. Si je vous dis aujourd'hui, honnêtement, entre un dépôt à la banque et des actions à l'électricité du Liban, qu'est-ce que vous prenez? Évidemment, parce qu'un jour ça va marcher, ça va être vendu. Si je vous dis un dépôt au Liban ou des actions à la Middle East, qu'est-ce que vous allez me dire? Une action à la Middle East, parce que si je vous dis des actions, un dépôt bancaire, ou je vous dis Solidaire, c'est une société privée. Mais encore, je parle des assets de l'État, où je vous parle des actions au casino du Liban. Donner des actions au casino, au moins je peux donner à mes enfants des actions qui un jour vont revoir. Et c'est ce qui s'est passé dans toutes les guerres. Dans toutes les guerres, vous trouvez des gens qui se retrouvent avec des actions publiques qu'ils ont repris après la guerre. Alors que nous sommes État qui aujourd'hui n'est pas présenté. Je clôture sur un point qui sont le gaz et le pétrole, vous allez aussi me poser la question. Le gaz ou le pétrole aussi, c'est un point aussi positif. On en a parlé hier, Jean, donc je m'excuse de répéter, mais c'est intéressant. Le point positif là-dessus, et c'est important, merci. Première bonne nouvelle, c'est que après l'accord israélo-pays arabes, etc., c'est un grand changement dans la région. Hein, Israël est devenu le partenaire de la région. Israël, qu'on le veuille ou pas, est devenu le partenaire du Liban. Je veux bien qu'on soit en état de guerre, etc. Mais à la fin, Israël est officiellement partenaire du Liban. Partenaire à 85-15, c'est sur papier. À la Nesbisamo al-Ittiba. Soyez. L'État va au journal non, boucle là, les affaires dollars, nous on va prendre 85, nous total, et ils vont prendre 15. C'est comme l'État. Que tu le veuilles directement, indirectement. Ça faut préciser indirectement pour ne pas aller en prison, c'est juste ça. Alors indirectement ou pas, mais finalement ça s'est passé. Certains vont dire Ittifé, Ta'aoun, Masla, ce que tu veux. Il y a eu un accord, je ne le dis pas. Je blague. L'accord, non, mais il faut le dire. L'accord, qu'est-ce qu'il a fait de positif? Déjà, il a arrêté le canon au sud. Donc, ce serait très quand même tiré par les cheveux d'avoir un conflit au sud, ce qui est pas mal quand même. C'est pour ça, si vous allez au sud, vous allez voir de la construction, vous allez voir de l'investissement, vous allez voir une certaine sens, parce que déjà le spectre de la guerre au sud est passé.
Deuxième point, bon, finalement, c'est vrai que les Américains ont mis la pression maximale. Malheureusement, la ligne qui a été dessinée est la pire de tous les accords que le Liban aurait fait. La pire. Acceptée par toutes les parties libanaises. Toutes. Bon. Deuxième point, finalement, il faut savoir, alors encore une fois, notre État nous vend des rêves, qu'on va avoir demain le gaz et le pétrole, etc. Écoutez, si on va faire un petit wrap-up et comparer à la région, on va parler de l'Égypte. L'Égypte a mis 12 ans pour pouvoir, après un support du Fonds monétaire, après avoir suivi, a mis 12 ans pour sortir son premier euro. Chypre, qui est pas loin, a mis 10 ans et encore, ils n'ont pas pu vendre. Aujourd'hui, le gaz et le pétrole, c'est toute une politique qui est complètement différente. Et c'est ça où nous sommes très loin. Donc encore une fois, est-ce que le gaz ou le pétrole va renflouer les dépôts? La réponse est non 4 fois. Parce qu'il n'y a aucune relation entre le dépôt et le gaz et le pétrole. Et je veux dire techniquement comment ça se passe. Aujourd'hui, le gaz et le pétrole, d'abord, quel que soit le pays gazier, d'abord on a un très mauvais exemple qui est le Venezuela, qui est le plus grand pays gazier du monde et où la population meurt de faim. Donc on commence sur le Venezuela, qui est un grand pays gazier. Deuxième point qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, la première chose qu'on voit quand on devient un pays de ressources naturelles, c'est l'utilisation interne. Donc c'est l'utilisation sur l'électricité, c'est d'avoir des usines, c'est jamais sur la vente. Hein, on ne peut pas travailler sur une production, pour ceux qui sont dans la production, sans utiliser. Hein, aujourd'hui, si vous fabriquez des montres, ben, le minimum c'est de porter la montre que vous fabriquez. Si vous vendez du jus ou de l'eau, vous devez consommer cette même eau. Donc aujourd'hui, pour pouvoir consommer ce gaz ou le pétrole, il faut qu'on puisse se préparer. Il n'y a pas eu un investissement ni un projet de préparer nos usines électriques aujourd'hui pour l'utilisation du gaz. Aucun projet. Le deuxième, donc, utilisation interne, ce n'est pas prêt. Commercialisation. Commercialiser le gaz a besoin de deux solutions. La première, c'est avoir des usines, ce qu'on appelle LNG, Liquefied Natural Gas, où le gaz doit être liquéfié pour pouvoir être exporté. Et on en est très loin. Aucun projet, aucun investissement, local ou international. On commence sur ça. Et le deuxième, c'est des accords avec les pays, on parle des grands Égypte ou Chypre et autres, et encore, on est encore extrêmement timide au niveau de la commercialisation. Dernier point, Total. Total a dit dernièrement, j'ai eu la chance de mettre avec le CEO qui est venu au Liban pour signer l'accord quand le groupe russe est sorti et est remplacé par le groupe qatarien. Et il nous a dit que la plateforme va arriver au dernier trimestre de l'année 2023. La plateforme arrive, il faut l'installer, il faut commencer, il peut taper le premier trou, ne pas trouver, il va pousser la plateforme pour faire un deuxième, à savoir que le contrat donne deux pics. De l'enveloppe 4, ils ont fait un pic. Évidemment, on a entendu dire que l'odeur du gaz est sortie, qu'il y avait du gaz qu'ils ont fermé. Donc, ce qu'ils ont oublié, c'est que Total est une société qui est à moitié aux Chinois, qui est une société totalement commerciale, qui n'a rien à voir avec les gouvernements. S'ils avaient un brin de gaz, ils auraient complètement ouvert le bloc 4. Donc, soyons logiques, s'il vous plaît, ces grandes conspirations n'existent pas. Donc, ça prendra énormément de temps. Et si ça rentre dans un système qui est très loin du système bancaire. Donc, on parle dans 10 ans. Celui qui vous dit qu'on va faire le gaz, et du gaz on va payer les dépôts, il faut commencer par accepter la défaite et parler la tête. Payer lesquels dépôts quand l'État jusqu'à maintenant n'a pas accepté sa perte. Je clôture en vous disant que le outlook est compliqué, le outlook est différent et difficile. Oui, j'arrête, mais je suis les questions. mais par contre, on a pu recréer une certaine dynamique aujourd'hui sur une économie. Une économie comme ça, jusqu'à cet instant, aucune instance mondiale ne comprend comment ça marche. La Banque mondiale, sur toutes leurs aides, quand ils viennent nous voir, disent mais expliquez-nous comment ça marche. Le Fonds monétaire qui vient, ils ont changé 4 directeurs, et chaque fois on recommence, chaque fois qu'il y a un nouveau directeur qui vient, je les ai tous connus. Chris Jarvis, qui était américain, n'a rien compris, il est parti. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va amener un Argentin. L'Argentin qui nous a envoyé, c'est Cerenova, qui a été responsable de la restructuration de l'Argentine, le plus grand crash. Il est venu et il a dit, écoutez, j'ai vu l'Argentine, j'ai rien compris au Liban, je n'ai rien à faire. Et là, finalement, qu'est-ce qu'ils nous ont amené? Un Espagnol grec, Ernesto. Ils ont dit, peut-être Ernesto va comprendre encore. Ils arrivent à chaque fois, c'est les mêmes questions. Donc, ils ne comprennent pas aujourd'hui comment le Liban a encore une candidature. S'il tient encore le Liban, il ne faut pas oublier qu'on a encore des expatriés qui envoient. Plus pour l'investissement que pour leur pays. Celui qui peut envoyer $10, il envoie 10. Celui qui peut envoyer 100, il envoie 100. Et celui qui envoie 1 million, il envoie 1 million pour sa famille.
Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a des familles qui reçoivent 10 dollars mais qui vivent. Il y a quelques années, à 10 dollars, c'était une blague. Aujourd'hui, avec 10 dollars, on achète un médicament. Donc aujourd'hui, c'est les expatriés qui maintiennent une grande partie des familles. Donc, on va parler du Sud. Je ne divise surtout pas en religion, ne me comprenez pas, je parle en région. Du Sud est en train d'être soutenu par l'Afrique. Le Nord est soutenu par les pays arabes, plus ou moins, entre guillemets, pays arabes, pays libanais, pays arabes, etc. Encore, bien que Tripoli paye un prix très cher. Et Beyrouth, bon, c'est un peu diversifié. Et voilà pourquoi on suit sur beaucoup d'expatriation. Je ne suis pas contre les jeunes. Moi, quand chaque jour je signe comme ça des papiers des jeuns qui prennent leur diplôme, je leur dis روح ودخيلكم روح ما تبغوا ما كل واحد روح بس ما تنسى شغلتين ما تنسى هويتك وما تنسى اهلك. C'est très important. بتمنى لا parce que نسونا اياهم. C'est ça, c'est sur le point. Moi, je reste, hein, c'est une bataille, je resterai sur ma bataille, c'est dans ma tête, donc je n'ai pas de risque direct sur ma vie ou celle de ma famille, sinon c'est une bataille à faire. Il faut que quelqu'un la fasse quand même, hein. On ne va pas tous faire la bataille, mais la bataille, on l'a fait. Il ne faut surtout pas avoir peur. Le bnei ma bimout, le bnei ma b'tghayr hawito, le bnei ma hada birto, ça c'est très clair, c'est dans l'histoire. C'est vrai que bon, certains aujourd'hui, il y a des gagnants, il y a des perdants, c'est comme dans toutes les batailles. Ça ne peut pas rester éternellement, ça peut changer. Les plus grands groupuscules du monde ont eu des changements. Qaïda a fait une attaque aux États-Unis qui n'aurait jamais pu imaginer que Qaïda fait descendre 2 tours, mais aussi Qaïda a eu un fin. Abu Sayyaf a eu un fin. Boko Haram a eu une fin, etc. C'est-à-dire que d'autres, Saddam Hussein, la Libye, bon, je ne sais pas si vous savez de qui je parle, mais bon, il peut avoir une fin aussi. Sans... Ça, c'est plus dangereux, hein, donc, il peut y avoir une fin, mais ils sont dans le tissu politique. Il faut vivre avec, nous, on n'a aucun problème. Il faut vivre avec tout le monde, mais il faut rebâtir une économie complètement différente. L'économie bancaire va revenir. L'économie bancaire reviendra quand on aura 1 ou 2 nouvelles banques. Pour information, il y a 2 nouvelles licences qui ont été données, c'est très confidentiel, mais c'est vrai, 2 nouvelles licences qui donneront. Ça peut remettre un peu de système sur des nouvelles banques. La nouvelle économie va être du fraîche, évidemment, donc les anciens dollars vont être mis sur des comptes qui sont des anciens dollars, et ça c'est ça le point. Ça commencera quand l'État va accepter sa perte, va dire voilà, ça c'est ma perte, et là on va commencer à comprendre. Et l'économie va se bâtir ce nouveau dollar. Mon avis personnel est très difficile là-dessus. On ne peut pas continuer sur une économie sur la livre libanaise. C'est un crime. Sinon, on va garder la livre libanaise entre les mains de la mafia qui joue aujourd'hui. Lyon, 75 000, ou 100, ou 200, et 200 et 1 million, ça peut monter sans arrêt. Le seul moyen de contrer la mafia et de contrer le marché noir, c'est d'éliminer la livre libanaise momentanément. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Parce qu'une fois qu'on est sur le dollar, ben ici on n'aura plus vraiment encore marché. De quelle façon? Alors, de quelle façon, une fois qu'on est 100% dollarisé? Si tu deviens 100% dollarisé, y compris dans les salaires. Alors, écoutez, technique. Alors, je clôture sur ça. Aujourd'hui, notre économie est tombée de 50 milliards à 20 milliards. Ça, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Sur les 20 milliards, nous avons, sur chiffre, en 2022, je rentre sur les chiffres, environ 8 milliards qui sont rentrés plus ou moins par le système de transfert de fonds ou des banques, qui sont tout de suite ressortis, mais quand même qui sont rentrés 8 milliards. On va dire qu'on a eu environ 2 milliards sur le marché noir. Donc, pour faciliter notre économie de 20 milliards, on a 10 milliards qui vont rentrer ou qui rentrent plus ou moins sur le système. On arrive sur un gap de 10 milliards. Ce gap de 10 milliards, c'est le marché noir. C'est les gens qui ont besoin de devises, ça peut être du pétrole, qui vont aller les acheter sur le marché. Mais ces 10 milliards que nous avons, qui rentreront, l'idée c'est ce qu'on appelle le speed of liquidity. C'est-à-dire si cet argent rentre et n'est plus caché ou va ressortir, donc si cet argent va passer d'1 à 2 à 3, le speed de liquidité est multiplié par 2 ou par 3. Et à ce moment-là, une fois qu'on va commencer à travailler uniquement en dollars, ces dollars vont être multipliés par 2, puisqu'ils vont aller d'une personne à l'autre uniquement. Et à ce moment-là, tu vas changer tous les salaires du public, les salaires du privé, même s'ils vont être divisés par 4, je dis bien par 4 ou par 5, mais au moins il va le payer en devises. Donc moi je peux vous dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un salaire de 1000 $, si vous lui dites, écoutez, les 1000 $, parce que maintenant c'est des formules, 1000 $, بعطيك قسم 50 بالدولار و50 على الدولار و20 على الاثنين ب 1005 و20 على 8000. C'est ça les formules qui se passent. Donc finalement, si tu dis ces 1000 $ sont divisés par 4 ou par 5 et tu les prends en fraîche, on va marcher. Donc on a un pays plus pauvre, on est sur un PIB plus pauvre, mais au moins qui est clair et net et où le marché noir ne peut plus tenir.
Maintenant, ce qu'on a, c'est une bataille continuelle entre la Banque centrale d'un côté, qui est sur un nouveau taux qui s'appelle Saïrafa, qui veut tirer sur un Saïrafa pour être le nouveau taux, et qui est en face un marché noir, par tous les voyous du coin, qui vont tout faire pour créer un taux différent de Saïrafa. Voilà pourquoi vous avez toujours cette bataille, qui va tenir le marché noir. Et le marché noir ne va être lâché que sur les dollarisés. C'est un contre-cœur, c'est pas ce que je veux. Mais c'est le seul moyen, sinon, rappelez-vous, le temps d'arriver à Beyrouth, on sera à 100 000, et de 100, on monte à 200, et de 200, on montera à 300. On est monté dans le dollar de 3 livres à 3 000, donc 1000 fois plus. Aujourd'hui, de 500 à 75, on est encore à 63. Donc, il n'a pas de poids. Ça, c'est un des exemples spécifiques pour rebâtir. Donc, ça, c'est un peu sur le dollar. Sinon, nos dollars ne va faire que monter. Je vais prendre des questions-réponses et puis je clôturerai ce point. Oui, monsieur, allez-y. Je vais en prendre 3, comme ça je réponds vite. Là, je vous donne celui-ci. Allez-y. Pour moi, ma question c'est pour le rôle futur du Liban. Le Liban c'était l'université, c'était l'hôpital, c'était plein de choses. Maintenant à Dubaï, en Arabie Saoudite, au Qatar, ils ont dépassé par des décennies le Liban avec l'infrastructure, avec le tourisme, avec tout ça. Donc que peut être le rôle du Liban d'ici, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans? Très bonne question. C'est quoi votre prénom? Wissam. Wissam? Oui, monsieur? Moi. Oui, Je voudrais juste avoir une petite information sur un projet que OBJ, le certificat hypothécaire OBJ, le CHO, dans lequel vraiment sont appelés ces financiers basés sur des hypothèques. J'imagine que le collatéral devient des actifs qui pourraient nous donner d'informations. Oui, il se peut que je suis dans ce conseil d'administration, donc voilà. D'accord, je trouve ça fait de recherche, très bien. C'est intéressant, ça ne marche plus au Liban malheureusement, mais ça peut marcher autre part, à savoir ici. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez répondre aux questions. Je vais prendre 3. Il y en a un autre ici à la tête. Oui, c'est ça. Si vous permettez, Madame la Présidente. Oui, monsieur. Loin d'être pessimiste, il n'y a pas de confiance dans toute cette classe économique politique pour faire un redressement. Aucun visionnaire qui est dans le leadership, qui a le leadership dans le poste clé. Alors, sur qui compter? Qui va faire le redressement de la situation? Est-ce que c'est les pays d'Occident, les pays de BRICS? Est-ce que c'est le Fonds monétaire international? Est-ce que ça prend une tutelle? Mais ça prend quelqu'un qui va prendre ce taureau par les cornes. Parce que sinon, c'est le statu quo. Il y a 18 Très bien. Écoutez, 3 questions. Je vais commencer par Wissam. Écoutez, Wissam, la compétition qui est avec les pays arabes et autres, les pays amis sont beaucoup plus des compétiteurs que des complémentaires. Mais un point important, et là on en est très fiers de le dire, aujourd'hui, les hôtels, les hôpitaux, le tourisme des pays arabes, si vous allez voir dans les consulés, des Libanais. Les meilleurs médecins, en tout cas si vous avez pris Mayo Clinic et allé sur Dubaï et tout, ils sont venus les prendre de chez nous. Ils sont venus les prendre de chez nous les plus grands. Hein, et une grande partie est revenue, ils nous ont supplié de revenir. Je suis sur ce conseil d'administration de l'Hôtel Dieu et de LIU et je les ai vus quitter et je les ai vus revenir parce qu'ils ont vu de quelle façon. Pareil sur l'hôtellerie. Cette compétition arabe va être toujours là. Mais le Liban a ce petit bras. Aujourd'hui, les personnes qui aiment visiter le Liban sont énormes. Mais il faut leur donner 3 choses quand même. Il faut leur donner un aéroport. C'est extrêmement important et c'est pour ça, vous voyez, que nous revenons parce qu'on ne veut plus avoir un aéroport et ça c'est très grave. Quand j'ai l'aéroport, c'est la route de l'aéroport, etc. Vous voyez, donc ça c'est pas petit. La deuxième, c'est les infrastructures. On arrivait à un point, on avait bâti des infrastructures, donc on a des infrastructures. Aujourd'hui, on n'en donne plus. On est en train de retravailler sur des infrastructures privées. On parle de solaire, etc. pour donner ça, mais l'infrastructure n'est plus là. Mais on a cette vie quand même libanaise qui recommence à reprendre et qui recommence à attirer. Donc aujourd'hui, vous dire que ces pays vont prendre le touriste qui va aller à Dubaï ou qui est allé à Dubaï n'a jamais été le même touriste qui venait au Liban.
ça n'a jamais été le même. Ça, c'est très clair. Le touriste qui venait au Liban, c'est celui qui allait en Syrie, Jordanie, Liban. Et normalement, il reviendra plus ou moins si on lui donne une certaine sécurité et quelque chose à voir. Et moi, je peux vous le dire parce que des échanges d'étudiants, enfin dans ma faculté, j'ai des demandes d'échanges énormes, plus que je peux avoir. Parce qu'ils ont envie de venir participer et voir ce qui se passe, connaître un peu sur le Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, un peu de stabilité, un peu de confiance. Ces secteurs dont vous parlez, la santé, l'hôtellerie, peuvent repartir, à condition de leur donner le coup de grâce. Et voilà pourquoi, si vous voyez un peu cette attaque qui est préméditée d'après la Banque mondiale, qui est en train d'aller sur tous les secteurs, regardez où elle attaque le plus. Elle est en train d'attaquer le secteur de l'éducation et les secteurs de la santé. Et là, c'est très grave, parce que si on les touche, ces deux secteurs, ça, on peut dire que c'est la fin. Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis, vous venez au Liban, mais malheureusement, si vous avez une grippe, vous n'avez pas un médicament, vous ne viendrez jamais, qui que vous soyez. Si on vous dit, je viens au Liban et je n'ai pas un hôpital, si je me casse un pied, je ne suis pas en train de parler de maladie, là, j'ai un problème. Et là, donc, la plus grande chose que nous faisons quand nous allons chez les bailleurs de fonds, je parle du Fonds monétaire, je leur dis, écoutez, ne financez surtout pas un État, mais financez ces structures qui sont les piliers. Et là, vous parlez très bien de l'éducation, j'insiste sur l'éducation. Pour moi, l'université libanaise doit maintenir, et c'est extrêmement important. Et regardez l'attaque qui se passe sur l'université libanaise, c'est dramatique. Parce qu'une fois qu'on perd ça, on va perdre toute l'éducation. Moi, je préfère un ingénieur qui vient de l'UL et non de ma faculté. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas les moyens et c'est très important. Pareil sur les hôpitaux publics et autres, à mon avis, c'est là qu'il faut travailler et c'est là qu'il faut privatiser. Mais je n'ai pas vraiment peur parce que tous ceux qui sont partis ont vraiment envie de retourner, je vous assure. Ça, je peux vous l'assurer. Il n'y a pas une personne qui sont allées sur ces secteurs qui ne veulent pas aller. Concernant le CHO, je vais dire à tout le monde, CHO, c'est un projet de loi qui a été créé par mon partenaire et ami Riyad Orbaji. Ça s'appelle un certificat hypothécaire Orbaji. Et Orbaji parce que lui l'a créé. Et c'est intéressant, je le résume en quelques mots, qui dit qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il y a beaucoup de terrains. Et les terrains, bon, ou on les garde pour les léguer à nos familles, ce qui est normal, ou bien on essaye de les vendre. Mais d'habitude, on les garde. Et il s'est rendu compte que dans la plupart des pays, il y a beaucoup de terrains qui restent vraiment invendus ou qui restent des décennies. Donc, il a dit, c'est dommage d'avoir ces terrains qu'on ne peut pas faire fructifier. Et en même temps, il a étudié, il a vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et vous savez, qui ont besoin de nantir quelque chose, un bien, pour pouvoir créer. Et il a pu voir que ceux qui recherchent des fonds ne sont jamais que ceux qui ont des terrains. Donc il a dit finalement, ce terrain-là, comment je fais pour le faire fructifier? Donc après avoir parlé aux banques, vous savez, on a des banquières, est-ce que les banquières, ils sont là, ils sont quelque part là, on a les banquiers, vous savez que les banques aussi vont prêter en particulier sur leurs assets. Donc c'est relié à vos capitaux et surtout vos capitaux propres et c'est tout souvent le real estate. Donc il a dit finalement, je vais essayer de prendre des terrains, c'est au Liban mais il a vendu ça sur d'autres pays sur l'idée, et ce terrain, je veux le prêter à la banque durant 1 an et où la banque va le mettre dans ses propres assets, sur 1 an. Donc la banque prend son terrain, elle le fait descendre dans son bilan, elle paye au propriétaire un pourcentage qui peut être 1 écart, 1,5%. Donc le propriétaire du terrain a maintenu son terrain et il a un pourcentage acceptable. La banque, elle a agité sur son capital un terrain, donc elle peut prêter plus. Et l'entrepreneur ou la société peut prêter sur des banques qui ont des capitals plus grands. Mais ça a besoin de la confiance parce que vous louez votre terrain, entre guillemets, à la banque. Donc sur le Liban aujourd'hui, quand on n'a plus de confiance sur les systèmes bancaires, c'est très difficile de prêter le terrain à la banque. Nous, ce qu'on leur a prêté... Oui, alors ça c'est une autre structure, je vous dis. Mais aujourd'hui, ça, il faut avoir confiance sur le secteur bancaire. Et malheureusement, je dis malheureusement, le secteur bancaire a perdu sa crédibilité et confiance. Sur un nouveau secteur qui peut être conduit, ça peut marcher. Mais ça peut marcher au Canada, donc je vous invite à réfléchir parce qu'il y a beaucoup de terrains, beaucoup de propriétaires. Et ça pourrait être un fonds. En tout cas, ce qu'il a fait, il a inscrit, il a gagné un brevet là-dessus. Et c'est en train d'être appliqué dans plusieurs pays. La problématique de ces familles-là qui veulent... Voilà. C'est un grand point. CHO est une conférence, mais j'ai voulu m'en résumer parce que vous avez posé la question et j'ai voulu dire comment ça se passe. Monsieur, vous êtes là, voilà. Alors, vous m'avez posé sur la confiance, le redressement et le Fonds monétaire et la tutelle. 4 grandes conférences tout seul. Alors, écoutez, je reste, le micro est là. Sans confiance, on ne pourra rien avoir. Aujourd'hui, on a perdu la confiance d'abord. Il y a la confiance totale entre la population et l'État libanais. On a perdu la confiance totale entre les Libanais eux-mêmes.
Hein, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus rien. Le Libanais, vous venez, si ce n'est pas du cash, il ne vous regarde pas. Donc on a même perdu cette confiance. Et on a perdu la confiance entre notre pays et la communauté internationale. Et là, ça prendra malheureusement des décennies pour la reprendre. Et on a perdu la confiance dans le secteur bancaire. À tort ou à raison, je ne vais surtout pas flageller, mais on a perdu la confiance. Aujourd'hui, si quelqu'un de vous envoie X dollars, ben, il va appeler le lendemain pour les retirer parce qu'il ne peut pas les garder, il ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Donc, sans confiance comme celle-ci, c'est impossible de rebâtir le système. La confiance, honnêtement, et je l'ai dit à la Banque mondiale et tout, ne va pas revenir si on en fait 12 réformes. La confiance va revenir si on fait un projet et on le réussit. Un seul. Pierre Lameyer, un seul. Je racontais hier, quand on était gens, j'ai dit, si Fouad Chahab a réussi plus ou moins son mandat, mais c'est quelqu'un qui a raté, c'est qu'est-ce qu'il a réussi des projets. Il a fait la Banque centrale, il a fait la Sécurité nationale, il a fait le Teftish al-Markazi, donc il avait des projets qu'il a fait. Aujourd'hui, nous, au Liban, malheureusement, on n'a presque réussi aucun projet. J'ai envie de dire que Solidaire est réussi, j'ai aimé, etc. Mais bon, on s'est mis aussi une partie de la population. Donc certains ont profité, d'autres pas. Donc même ça qui est une grande réussite libanaise n'est pas vraiment une grande réussite parce que certains n'ont pas vraiment payé. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un projet. Et le projet, à mon avis, le plus, je dirais, vital et le plus faisable, c'est le projet de l'électricité du Liban. Et je vais vous dire pourquoi c'est plus vital. Parce que tout ce qui sont passés à l'électricité du Liban depuis 30 ans jusqu'à aujourd'hui, tous ont promis l'électricité et personne n'a pu le faire pour une simple raison, très simple, hein, mis à part l'argent, mis à part les bateaux, hein, tout ce qui est passé à côté, parce que l'État libanais n'a pas les moyens de bâtir une électricité automatique. Il n'a pas les moyens. Ou le moteur, personne ne s'est posé la question, pourquoi il y a un moteur, il y a un moteur, parce que c'est privé. Alors aujourd'hui, c'est privé et c'est payé, hein. On paye le prix. Hein. Bon. Donc aujourd'hui, le projet, à mon avis, unique et qui doit être la priorité, c'est l'électricité du Liban, qui doit aujourd'hui aller sur ce qu'on appelle un BOT. Je n'irai pas sur une vente, parce que si on va sur une vente aujourd'hui, qui va vendre le DL? Les mêmes qui ont vendu Paris 1, Paris 2, Paris 3, les mêmes qui ont vendu nos dépôts, eux ils vont vendre l'électricité du Liban. Alors que un BOT veut dire qu'on va garder finalement à l'État libanais le bien et vous le donnez sur des entreprises internationales. J'aurais aimé dire les Canadiens ont eu une extrêmement mauvaise expérience sur la privatisation de la Poste. Ils sont venus Build, Operate and Transfer. Je vais aller en détail. BOT, donc ça veut dire que vous avez l'entreprise internationale qui prend une institut de l'État et Build, CCB, et Operates, elle va le transférer 15 ou 20 ou 30 ans après. Donc elle vous donne quelque chose qui marche et elle, entre-temps, il profite de l'investissement. Et ça c'est... Pardon. Les cellulaires étaient des BOT, mais désormais... Oui, le service... Attendez. Mais bon, pourquoi ça a été des BOT? Parce que ça a été de la même façon sur la corruption. Mais je vais suivre sur quel BOT. Je ne vais pas arrêter là. Je vais bien dire avec qui. Hein. Je vous suis parce que le projet est prêt. On a reçu, avant qu'elle quitte son poste, Angela Merkel, qui a dit qu'aujourd'hui, Siemens est prête à prendre en BOT l'électricité du Liban et peut en 12 mois donner 24 heures d'électricité. On parle des Allemands. Si aussi on va parler de la corruption, donc à ce moment-là, qu'on ne fasse rien. Donc je spécifie. Je ne parle pas d'un BOT comme il a été fait, on va quand même apprendre. On a les Français. On a le président Macron qui l'a dit, il a envoyé son ministre, que l'électricité de France, qui est déjà en support de consultancy, est prête à prendre en BOT l'électricité du Liban et qui peut, entre 6 et 12 mois, donner l'électricité avec des compteurs indépendants. Ils ont fait ça en Afrique, ils ont fait ça au Sénégal, ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. Ils l'ont fait, et il y avait plus de corruption, pardon. Ils l'ont fait en Égypte. Donc finalement, on a des succès. Et là, évidemment, parce que ça, tu es obligé de le faire. Oui, je dis que c'est une petite solution. Cette solution, Liliane, finalement, si tu réussis un projet, un comme ça, donc imagine aujourd'hui, et ça je l'ai dit à certains candidats à la présidence, je dis réussissez ce projet, un seul, imagine la confiance que vous allez avoir. À ce moment-là, vous en aurez d'autres qui viendront, un ou deux ou trois. Donc on est obligé de commencer sur un point, je dis bien un. Sinon je veux dire oui, les réformes, la corruption, on va dire ça et dans 10 ans on va dire autre chose. Alors que là, je vous dis que c'est un projet très clair, très net. Voilà l'offre, j'ai bien spécifié qui, j'ai bien dit les Allemands, j'ai bien dit les Français, je ne suis pas allé plus loin. Parce qu'ils sont là, ils connaissent et ils ont proposé. Et même les Chinois seraient prêts, mais là on rentrait sur un autre problème. Donc je préfère rester sur l'Europe, sur un point spécifique. Les Américains, GE, ne peuvent pas le faire pour des raisons politiques. Ils auraient pu, en
encore une fois, ils sont venus, mais ils ne peuvent pas le faire. Donc finalement, on doit choisir quand même des alliés. Donc sur ça, et là quand même, on peut, sur une période d'un an, redonner la confiance. Donc imaginez aujourd'hui ce que je vous parle, que vous avez Siemens qui vient. Déjà, si Siemens vient, imaginez la confiance ça va. Seulement pour information, on a reçu le CEO de Total 24 heures. Regardez le mouvement que ça fait au Liban. C'est fini quand même, on a vu, je Au basta, j'ai monsieur Poignet à l'année. Mais écoutez, on est un pays qui est comme ça. On est un pays optimiste. Je veux dire. Donc, au milieu de la guerre, et c'est comme ça, au milieu de la guerre, quand Abdel Brahimi venait, nous c'était la paix. Pour ceux qui étaient durant la guerre, Ejra Brahimi, Ayoub Saleh, mais encore un point très intéressant sur le Fonds monétaire. Merci d'avoir préparé, M. Chaud. Sur le Fonds monétaire, encore une fois, j'ai parlé rapidement sur ça, mais c'est très important. Qu'un des plus grands, je dirais, des plus grands crimes de l'histoire est en train d'être fait au niveau mondial. Et faites très attention au Canada et autres. Le Fonds monétaire est la plus grande instance monétaire du monde, qui est la plus grande banque qui finance les États. Le Fonds monétaire vient au Liban et dit qu'aujourd'hui, pour restructurer le Liban, et je vous raconte le fact encore une fois, il faut remettre en marche la Banque centrale. Normal, je suis parfaitement d'accord. Pour remettre en marche, pour ceux qui font un peu de finance, économie, on prend le balance sheet de la Banque centrale, le Fonds monétaire prend le balance sheet et regarde sur les assets. M. Boustani, vous connaissez bien, sur les banques, il regarde sur les assets, il dit très bien, qu'est-ce que la Banque centrale a? Elle a de l'or, elle a 15 milliards, elle a le casino, elle a le Middle East, elle a ce qui reste de la Mitra, elle a des terrains, etc. Entre autres. Mais au niveau liability, elle a 100 milliards de dépôts bancaires, parce qu'on parle macro, ce n'est pas des dépôts personnels, 100 milliards bancaires. Ça, c'est bien ça, le balance sheet de la Banque centrale? Très bien. Fonds monétaire, plus grande instance internationale, dit très bien, on doit renflouer la Banque centrale, donc on doit enlever tous les liabilities de la Banque centrale. Imaginez, aujourd'hui, le crime qui est en train de faire fait international. Si le Fonds monétaire dit ça, qu'on enlève toutes les liabilities, c'est en train d'enlever tous les dépôts des banques. Si on enlève tous les dépôts des banques, donc on est en train d'enlever tous les dépôts bancaires des déposants par la banque, par le Fonds monétaire international. Ce n'est plus l'État, c'est la plus grande instance internationale. Et puis, quand on discute, on leur dit, oui, mais attendez, mais ces dépôts-là, ce n'est pas des dépôts seuls des banques, c'est des dépôts parce que le même balance sheet des banques, avec toute la crise, corrigez-moi, M. Bossal, vous êtes banquier, n'est-ce pas? La banque, c'est liability, c'est les dépôts qu'elle a sur les clients, c'est assets, c'est les dépôts qu'elle a à la Banque centrale. Donc imaginez, si on vient, on lui dit, ben, tous vos dépôts n'existent plus. Quel que soit l'equity, quel que soit ce qu'elle a, entre termes, donc finalement, c'est plus qu'une faillite parce qu'on n'a plus rien, le système ne peut plus remonter. Et je parle bien de la plus grande instance internationale. Donc ce que je veux dire, que le crash est même plus grand. Et c'est ça, c'est très grave parce que si ça se passe une fois au Liban, ben, ça peut se passer au Canada, ça peut se passer aux États-Unis, ça peut se passer en Afrique. Et il ne faut pas avoir des points pareils. Encore une fois, c'est pour ça que j'essaie d'en parler. Le plus important, je pousse, on me dit non, il ne faut pas en parler, non, je dois en parler. On est dans des négociations et c'est incroyable qu'une instance internationale gère de la sorte. Avec tout mon respect, on a besoin du Fonds monétaire, il faut qu'il soit là, il faut qu'il nous injecte, mais pas sur des conditions aussi quand même drastiques et qui sont quand même criminelles. Je dis bien criminelles, on ne peut pas enlever, ça n'existe pas d'enlever comme ça des pertes avec un crayon, ça ne se passe pas, ça ne s'est jamais passé au monde, ça ne se passera pas aujourd'hui. Je prends les questions, excusez-moi monsieur. Premièrement, merci beaucoup, Fouad. C'est toujours un grand plaisir de t'entendre et de t'écouter. Ma question est plus spécifique à propos de la diaspora et la capacité qu'ils peuvent amener au Liban. En dehors des efforts personnels envoyés individuellement à nos familles et à nos amis, et en dehors des efforts de faire des externalisations en sourcing à partir du Liban, essayer d'injecter un peu de cash dans l'économie pour la rétention des emplois et essayer autant que possible de retenir les compagnies en forme, en quelque sorte. Qu'est-ce que, d'après vous, en tant que plusieurs personnes qui travaillent avec des instances internationales, quel rôle voient les Libanais qui sont dans la diaspora, qui peuvent jouer pour justement redonner un peu de la confiance et redonner un peu d'injecter un peu d'oxygène, disons. Il y a certainement un rôle à jouer, et ce n'est pas avec des États, ce n'est pas avec le gouvernement au Liban, mais en tant que diaspora, que force, on regarde un peu les exemples
et d'autres pays qui sont dans le coin, enfin les Juifs, enfin d'autres, des Grecs et d'autres qui essayent de faire quelque chose. Quel rôle vous voyez dans ça? Et est-ce qu'il y a eu des discussions là-dessus avec les grandes instances internationales? Très, très clair, et sur ce, je vais rebondir quand je vais répondre à votre question sur comment sont en train de travailler l'expat avec les dépôts. Et vous donner des exemples intéressants et poursuivre le modèle. Madame Charlebois. Monsieur Zbukov, tout d'abord, je dois vous dire qu'on est très fiers et c'est très rassurant de savoir que des hommes comme vous restent actifs au Liban, parce que ça nous donne l'espoir comme diaspora. Tant qu'il y a des intellectuels aussi brillants que vous au Liban, le Liban va rester fort. Donc merci pour ça. J'en suis honoré. De deux, c'est exactement la même question que mon collègue Antoine Taillal en relations publiques. La question qui revient souvent dans mon groupe de 10 700 personnes depuis 2 ans est une question très angoissée et angoissante. Comment envoyer de l'argent au Liban? Et évidemment, on l'envoyait avant à travers une banque. Donc ils se donnent des recettes d'envoi d'argent qui sont un peu abominables, envoi par-ci, envoi par-là. Et c'est un peu inquiétant. Donc est-ce qu'il y a une façon officielle d'envoyer de l'argent au Liban, pas seulement à nos familles, mais aux NGO, etc. Donc c'est à peu près. Écoutez, il y a encore une question. Oui, monsieur. Allez-y, comme ça. Monsieur Rai. Je vous donne celui-ci. Allez-y. Oui, mais je vais faire ça rapide. Tantôt, tu as dit que le plus gros gagnant de la crise, c'était vraiment l'État libanais. Est-ce que le peuple libanais n'a pas vraiment profité du fait de la devise 1500 qui pour longtemps et a vécu sur un système qui est, je ne vais pas dire fake, là, mais il y avait un niveau de vie exceptionnel tout au long de partout? Je vais dire oui, parce que je répète rapidement, je vais dire oui, mais le coût des 100 milliards qu'il a perdu, je pense qu'il aurait préféré ne pas vivre au-dessus de ses moyens et avoir son argent. Peut-être une autre petite question. Il y a plusieurs choses qui disaient que, je sais pas, 5%, ils ont moins que 50 000 $. C'est quoi les vrais brackets qui sont... Les vrais, on ne les connaît pas, mais je vais te dire sur le point. Je vais y aller. Très bien. Monsieur Rai, attends, on va passer un micro comme ça. Merci, Elia. Je peux le faire derrière ça. Je vous remercie pour cette intervention très riche, surtout sur les données économiques et sur les chiffres. Mais j'ai une petite question. Le Liban a connu durant les 10 dernières années des transformations structurelles très profondes sur le plan démographique, social, politique et économique. Quel est l'impact de ces transformations sur le futur du Liban? D'accord. Ça, c'est la seule chose qu'on ne peut rien faire. Hein. Bon, on va obliger les gens de faire des enfants. Mais bon, écoutez, 3 points. Merci Antoine, parce que tu as parlé de la diaspora. Comment faire la diaspora? Mais je vais rebondir sur ma réponse et dire un peu aussi la diaspora, aussi comment ils liquident leurs fonds. Et ça, c'est une bonne idée. La diaspora a longtemps envoyé de l'argent pour leur famille, mais la diaspora, la première chose qu'elle a fait, quand on fait de l'argent dans la diaspora où qu'on soit, la première chose, on a envie d'en profiter. Donc on vient au Liban, on construit une maison, on essaie d'en faire une belle, puis on achète une belle voiture. On a envie de se prouver, enfin prouver aux autres, mais qu'on est allé, qu'on a réussi, qu'on est revenu. C'est un peu le système de la diaspora. Donc ça, c'est la première chose qui s'est passée en général. Le deuxième, une fois que c'est bon, qu'est-ce que fait la diaspora? Elle envoie, elle dit, mais moi je vais mettre des rentes, parce que là-bas, d'abord, c'est hors taxe, un peu général, je parle de l'Europe, etc. Donc c'est hors taxe, et j'ai des taux d'intérêt qui sont intéressants, donc ça marche. Et le Liban ne va jamais cracher, parce que ça se passe. Donc c'est où la diaspora? Allez. Donc la diaspora a fait son premier investissement, il a la maison, il a la voiture, donc il n'y a plus d'autre chose. Mais ce qui ne va plus, c'est qu'il n'y a plus l'intérêt financier. Par contre, je reviens sur la première partie de la présentation, personne ne posait la question internationale, mais on va sur une inflation quand même mondiale. On va sur l'inflation mondiale et on va sur des risques monétaires très grands. N'oubliez pas que le monde économique change, les banques changent, la monnaie change. On va sur un monde où on n'a presque plus de monnaie, on va sur des cryptos, on va sur des monnaies virtuelles, on va sur un changement très dramatique, on va sur une hyperinflation où l'investisseur, dont la diaspora, va être obligé d'investir. Donc dans l'investissement, il va diviser son investissement
Il va aller dans le real estate, il va aller dans les métaux, je dis bien l'investisseur libanais général, et il va revenir au Liban à investir. Mais où il va investir? Gardez-vous bien. Il va investir dans la pierre. Donc le premier point, je vous dis que le real estate libanais aujourd'hui est plus ou moins sous-évalué. Il faut savoir qu'en pleine guerre en Iran, le prix du mètre à Téhéran est arrivé à 50 000 $. 50 000 $ à Téhéran en pleine guerre. Le prix du mètre en Syrie, à Damas, est extrêmement grand. Et un des prix du mètre les plus chers aujourd'hui, vous savez c'est où? C'est à Kiev. Parce que dans les conflits, le terrain... Donc aujourd'hui, l'expatrié libanais ne va plus mettre à la banque, et par contre, il achète des terrains, il achète des immeubles, il fait des formules, chèque million, cash million, hein, ils font des petites formules spécifiques, et c'est là où ça part. Le déposant libanais et de diaspora, comment il essaie aujourd'hui de sortir son argent? Il est en train de faire ses formules, il perd du 85% au 87%, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ça, pour ceux qui sont grands déposants, on ne dit pas c'est qui, sinon je l'attaquerai tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de sortir, donc il perd ses 85% et il achète des grands terrains qu'il lotit. Sur le lotissement, il y a une augmentation de capital de 30 à 50%. Et aujourd'hui, une grande partie des banques libanaises commencent à proposer à des clients, à des grands déposants, de participer sur des lotissements. Donc, exemple, Banque X, je ne vais pas nommer, mais si vous me chuchotez, je vous dirai lesquels, vont venir dire très bien, il y a un monsieur qui a un dépôt, un crédit qui ne paye pas, on a fait un deal avec lui, il a fermé son crédit, on a pris un terrain de 100 000 mètres. Ces 100 000 mètres sont en cash. On va les diviser en lots, écoutez bien ce qui est en train de se passer, en lots, et le déposant libanais en dollars, il va nous donner une partie de son dépôt, il va payer en plus une partie en dollars, et nous, dans quelques années, on lui rend une formule en 30%, en 40%. Donc les grandes formules aujourd'hui qui sont en train d'être faites sur le terrain, pour la diaspora qui avait déjà envoyé ou qui envoie, c'est des transactions immobilières. Et je dis bien sur des terrains, lotissement, prime location, donc j'invite de ceux qui m'écoutent, on peut le faire en privé, c'est toujours compliqué de parler, de penser à faire ça. Aujourd'hui, perdre 85%, c'est extrêmement difficile, mais perdre 85% et faire un investissement qui peut avoir une augmentation de 20 ou 30, ça commence à augmenter, ça réduit la perte. Et c'est pour ça que je reviens sur ma formule des 15-30%. Sur des formules pareilles, des lotissements, je dis bien lotissement, je ne sais pas si ça se passe au Canada, mais au niveau, quand on lotisse, on a intérêt de 30 000 mètres qu'on lotit en 30 petits lots, automatiquement le lot de 1000 mètres augmente de 30 ou 40% de sa valeur sur le tas, automatique. Et ensuite, évidemment, sur le plus-value monte, et c'est ce qu'on est en train de voir sur les grands terrains, si vous montrez aujourd'hui, tout est en train d'aller sur du lotissement. Deuxième investissement intéressant pour la diaspora, c'est les entreprises. Alors, c'est vrai qu'on a un secteur bancaire et financier qui a payé très cher, mais on a des secteurs qui ont travaillé. On a des secteurs aujourd'hui industriels qui sont en une croissance incroyable. Le secteur médical, paramédical au Liban, je nomme Algorithme, Benta, etc., sont dans des croissances énormes. Je parle de groupes comme Saraf, comme Cosmaline, comme autres qui sont des croissances, comme Master Chips, etc., qui ont fait des croissances qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie. Et on va arriver à un moment où ils vont dire très bien, nous aujourd'hui on va vendre de l'equity. Donc vous allez voir aujourd'hui des personnes, donc on va changer le système. Donc le système n'est plus venir d'investir dans des banques, il ne faudrait pas. D'habitude on l'a jamais fait, autre part on l'a fait qu'au Liban parce qu'on avait des intérêts. Donc on va investir dans des nouveaux groupes, ça peut être des groupes hospitaliers, ça peut être dans des groupes médicaux, paramédicaux, ça peut être dans la technologie, on a des personnes de Rolcom qui étaient là, etc., qui vont rentrer sur le point. Donc aujourd'hui la diaspora va investir de façon différente pour diversifier son risque international. Écoutez, elle est toujours là, mais elle pourra redynamiser sur les equity. Donc aujourd'hui, j'invite les personnes d'aller prendre, pour ceux qui vendent des parts, dans des entreprises. À savoir qu'aujourd'hui, le casino du Liban, Miledis et autres, va être un jour obligé d'émettre des actions. Et là, je vous invite aujourd'hui à acheter sur ces points. Ceux qui ont acheté Solidaire quand la crise a commencé ont ramené 100% de leurs dépôts. 100%. Ceux qui ont acheté simplement Solidaire et qui ont revendu. Mais il fallait avoir l'argent, parce qu'on a des cas où l'argent était aussi bloqué. Il fallait attendre l'échéance. Donc, c'est ma question, et merci, M. Taillard, je voulais vous répondre, mais j'ai voulu un peu élaborer sur le point.
Madame Charlebois, donc merci pour les 10 700. Donc, essayez d'avoir 10 800 pour essayer d'avoir du Liban. Merci pour le compliment. Mais écoutez, mais j'y crois parce que quand on est passionné, ça me rappelle, je vous ai parlé des C, je vous ai parlé des D, mais je ne vous ai pas parlé de mes P. Et mes P, je vous dis toujours, mes 4 P, c'est aussi un secret. Je dis le premier P, c'est la perception. On peut regarder ce qui se passe comme la fin du monde. Mais comme on peut les parler sur une nouvelle vie, sur une recréation, donc on peut regarder la perception qu'on est en train de toucher. Et moi, la plus belle perception, je dis qu'on participe sur le nouveau monde, on participe sur la reconstruction. Donc je dis à mes enfants, etc., vous direz que votre papa, il a survécu sur l'explosion du 4 août, de la crise économique et sociale, de la pandémie, donc on est très fiers. Donc on va voir la perception comme une croissance. Le deuxième P, c'est la patience. Finalement, écoutez, la patience est extrêmement importante. La patience, c'est travailler avec patience, c'est pas attendre avec patience. Si on attend avec Netflix, c'est pas de la patience, c'est la perte de temps. C'est travailler avec patience, c'est se battre avec patience, c'est développer et diversifier avec patience. Et le troisième, qui est le plus important, c'est pour ça que je suis encore au Liban, c'est la passion. Quand on aime avec passion, c'est très fort. Quand on déteste avec passion, ça fait très mal. Quand on travaille avec passion, on réussit. Et quand on développe avec passion, on pousse. Donc la passion, c'est important. Et dernièrement, je pense que les Libanais, je dirais, c'est la persévérance. Celui qui gagne, c'est quoi le dernier truc? Le père. Aussi on peut être un père, c'est vrai. Moi. Aussi, c'est une chance. Mais la persévérance, moi je dis bien que c'est la persévérance qui gagne, c'est pas le plus riche, le plus fort, mais c'est le persévérant qui gagne les plus grands matchs. Donc on a ces 4 P, plus ou moins, on n'est pas très patient au Liban, on peut très vite gagner, très vite restructurer, mais on a besoin de ces 4 P. Voilà. Youssef, tu m'as posé plusieurs. Voilà, tu bouges, c'est ça. Écoute, rappelle-moi, tu m'as posé d'abord la fin de la devise. De stabiliser la devise pour plusieurs années. Regarde. Alors, très bien. La stabilisation de la devise, le plus simple, je vais vous dire, c'est plus simple. Pour moi, c'était la pire de toutes les décisions du monde. C'est très simple, je le dis, peut-être. Mais finalement, quand on a stabilisé la devise, le gouverneur qui a stabilisé la devise, durant 30 ans, on en a fait mondialement le plus grand gouverneur du monde. 30 ans, toutes les instances. Oui, et il stabilisait la devise. Oui ou non? Maintenant, le plus simple, c'est de l'attaquer, de torturer. Pas de problème, il peut-être le mérite, c'est pas mon travail, je ne vais pas le faire. Mais durant 30 ans, on en a fait le plus grand gouverneur du monde parce qu'il a stabilisé la livre. Quand le subprime a détruit toutes les économies du monde, on a dit la seule économie qui est restée, c'est l'économie libanaise. Parce qu'elle n'était pas exposée au risque mondial, c'est pas parce qu'on est très intelligent. Et puis, on est tombé. Non, mais il est quand même resté. Quand toutes les économies sont passées, etc. Non, il faut accepter ces trucs. Je ne le dis pas pour défendre ou autre, je m'en fous réellement. Donc, cette stabilité a stabilisé le pays durant 30 ans. Il ne fallait pas le faire, je suis parfaitement d'accord. Mais c'était une stabilité politique et non monétaire. Parce que la stabilité de la livre n'était pas sur un gouverneur, mais elle était sur le président de la République, le président du Conseil des ministres, le président du Parlement, l'exécutif, le législateur et le pouvoir suprême. Et ensuite, à savoir que le gouverneur suit son Premier ministre et le ministre des Finances et autres. On a stabilisé, ça nous a coûté énormément, il ne fallait pas le faire, il ne faut jamais le faire, si tu me demandes économiquement, mais ça a été fait et ça allait. Moi je vois beaucoup plus sur des currency boards, je vais sur un floating rate. Honnêtement, même au Liban aujourd'hui, si on vient me dit on peut restabiliser, je dis surtout pas. Mais par contre, on veut un rate, pas 12 rates et suivre sur nos téléphones. Imaginez quelle insulte à notre intelligence que si on veut savoir le prix du dollar, on rentre sur une application, écoutez-moi bien, on rentre sur une application, après 3 ans, on ne sait pas qui y a derrière, on ne sait pas comment elle fonctionne, on ne sait pas techniquement comment ça se passe, et tout ce qui est dollar, 570. Et demain l'application, mais imaginez-vous, et personne ne s'est jamais posé la question qu'après 3 ans, on n'a pas une personne qui a un jour dit voilà, un application. Honnêtement, moi si je l'avais, j'aurais été fier de jouer une application. On n'a pas une personne qui techniquement nous a expliqué comment ça travaille. Mais comment les 570. Alors qu'on peut avoir. Ah, 80, Mabou, très bien. Alors à 100, on fait la soirée. Mais imaginez-vous, vous voyez ce qu'on suit. Donc aujourd'hui, c'est un exchange rate floating, mais suivi par une instance. On en a 7 au Liban. On a exchange rate sur plusieurs instances. On a échangé sur le chèque en dollars, sur le chèque en livre libanaise, sur le fresh cash en livre libanaise. Et si j'ai un chèque en livre libanaise, je veux du cash, je paye 20%. Sur le dollar, sur le chèque, on a 7 exchange rates. Donc je dis un exchange rate local, mais au moins, et floating, j'ai aucun problème. Mais en avoir 7, et on main quand même de mafia. On ne sait même pas si vous voulez faire ou
pas, c'est dramatique. Donc oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est facile de discuter après le crash. Vous voyez? Donc on a vécu tous en notre moyen, oui, c'est vrai. Ça c'était. Sa question était sur le pourcentage des dépôts moins de 100 000. Écoutez, alors sur les pourcentages. Le plus grand pourcentage des dépôts était entre, on va parler de 90% quand même, entre 1 et 500 000 $. Voilà pourquoi, si vous suivez la stratégie, ils sont allés sur un circulaire 151 qui a commencé pour vider les dépôts. L'objectif était de vider les dépôts, petits et moyens dépôts. Et aujourd'hui, après 3 ans de crise, la plupart des dépôts, entre 1 et 500 000 $ sont sortis, sont finis. Entre 151, 158, 161, pour ceux qui connaissent les circulaires qui circulent. Tous ces petites gymnastiques de l'esprit. Donc la plupart de ces dépôts, malheureusement, sont terminés. On arrive sur les plus grands dépôts. Les plus grands dépôts ne seront pas payés. Les plus grands dépôts ne pourront être faits que sur une sorte de bail-in. Parce qu'ils ne feront jamais un bail-out. Bail-in, c'est-à-dire rentrer sur des actions bancaires. Bon, moi je ne suis pas contre, honnêtement, sur un bail-in, mais au moins sur des banques qui ont de la valeur. Si je fais sur une bail-in, et en même temps je dis que les banques n'ont aucune valeur, et on a fait quoi? Donc on a enlevé le dépôt, on a dit tu prends des actions dans une banque qui a 0 valeur. Il va continuer sur la banque. Le bail-out, c'est rentrer sur les biens de l'État. Mais rentrer sur les biens de l'État, je vous ai dit que l'État, c'est le seul qui a gagné, et jusqu'à cette minute, à aucun moment, l'État a dit « moi j'ai perdu X ». Pas une fois. Si l'État dit très bien, nous on est responsable d'une perte de 10 milliards et on va la payer sur les 10 ans à venir, ben déjà on a une vie au niveau. Pas une fois on a entendu un responsable libanais qui a accepté leur perte. Et à savoir, c'est eux qui ont perdu le plus. Monsieur Rai, sur le point démographique, alors ça c'est la grande question qui se pose. Alors je vous dis, qui en souffre, avant de voir qui en souffre au Liban. Tout d'abord, en Palestine, Israël et autres, il y a aussi un grand point démocratique. Voilà pourquoi nos ennemis, alliés, chacun va le voir comme il est obligé de rester sur un état de guerre et de vivre pour faire face à l'expansion démographique, parce que sinon, cet état n'existera plus. Le gros problème démographique, nous le voyons aujourd'hui en France. Le grand problème démographique aujourd'hui en France, sans parler de chiffres, on a une vingtaine à 25% de la population quand même qui vient d'autres pays, sur d'autres religions, etc., qui peut avoir beaucoup de points sur la question française. Quant au Liban, oui, la question démographique passe, on ne peut rien y faire. Moi, je pense qu'il faut l'accepter. Le Liban est un pays qui n'a jamais été géré démographiquement. On est très riche de nos 18 communautés et on veut rester sur les 18. Celui qui veut prendre une partie ou l'autre, il ne marchera pas. Moi, je redis, mon attachement au Liban, c'est parce qu'il y a ces 18 communautés. Moi, j'ai envie que mes enfants, j'ai envie de vivre. Moi, je suis très content d'aller au Ramadan avec nos amis musulmans, aller au Iftar, et je suis très content qu'ils viennent à Noël et à Pâques chez nous. Je suis très content d'aller monter chez nos amis druzes. Je pense que c'est ça la valeur du Liban. Bon, démographiquement, si certains partis vont utiliser ça pour aller sur une nouvelle constitution, ça pourrait être grave. Parce que là, ça pourrait. Mais encore une fois, c'est des grandes questions. Ça, c'est des questions structurelles. Parce que ça n'a jamais été démographique. Si on regarde un peu sur la démographie syrienne, je dois rappeler que le parti syrien qui a eu durant 70 ans, c'était un parti minoritaire. C'était un parti minoritaire sur d'autres points. Pareil sur l'Égypte et autres. Donc la démographie, c'est un point qui n'est pas entre nos mains. Ça peut être un risque si les croissances démographiques sont là pour prendre un pouvoir par la force, d'un côté, mais à ce moment-là, il n'y a plus de démographie, il n'y aura plus de Liban. Et c'est pour ça que je dis, le risque y est, je n'y crois pas, je ne le vois pas, parce que je dis que la force libanaise, la richesse, c'est 18 partis. Oui, il y a des compétitions, il y en a qui ont gagné plus ou pas, mais cette expansion démographique sera plus grave dans le monde avant qu'elle soit au Liban. C'est tout ce que je dis. Mais le risque y est, c'est un avis, on verra. Mais ça, on ne le sait pas. Le risque y est, très bien. Et on ne peut rien y faire. On ne va pas mettre de bombes atomiques, on ne va tuer personne. Alors si on a envie, faisons plus d'enfants quand même. Oui. Donc, je pense qu'on ne veut pas s'imposer. Est-ce qu'il faut encore une question? S'il y a encore une question, mais je vais clôturer parce qu'il y a une clôture sympathique. J'ai un point. En fait, il y avait une question. On prend la dernière, mais par contre, je veux clôturer en 2 minutes. Donc, on va prendre des questions très rapides. Camille, est-ce que vous voulez poser votre question? I'm quoting, c'est plus moi. Si ceux qui lisent un peu les rapports